savez que nous avons beaucoup parlé de technique, de machines, de robots. On va maintenant, si vous voulez bien, ouvrir une petite parenthèse enchantée. Nous avons rendez-vous maintenant avec une ostéopathe et un nouveau-né. On y va. Donc il est un petit peu en inclinaison, vous voyez, comme ça là. Je vais aller travailler un tout petit peu sa jambe. Là, elle est beaucoup plus remontée, vous voyez. Donc les bébés sont un petit peu dans toutes les positions dans le ventre d'une maman. Je vais simplement commencer par ça. Et puis en même temps, je dis bonjour au petit bébé qui ouvre ses yeux. Et puis qui se dit, tiens, on est en train de faire quelque chose pour moi. Voilà, et puis on le fait tout en douceur. Et ça finit par lâcher tout doucement. Donc après, je vais positionner ma main sous le sacrum. Et puis là, c'est pareil, on sent qu'il s'incline bien du côté gauche, mais pas beaucoup du côté droit. Donc tranquillement, eh bien, je vais aider à ce qu'il y ait une meilleure harmonie. Donc nous, on travaille sur les fascias, c'est-à-dire ce sont des aponevroses qui entourent les muscles et les viscères. Et donc on regarde s'il y a des tensions globales. Donc j'ai ma main gauche là qui est positionnée en arrière et tout est toujours doux. Le bébé montre dans quelle position en fait il est. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous voyez, il était certainement dans le ventre de la maman, un peu positionné comme ça. Donc avec un bébé, on prend toujours son temps, on est à l'écoute. Là on fait une petite pause. Il a donc cette petite inclinaison à gauche qui est gênante. Voilà, donc en respectant les tissus, vous voyez, il arrive même à s'endormir alors que je suis en train de le mobiliser. Et en même temps, je vais mettre en mouvement tout l'ensemble du corps. Voilà, pour que ça lâche tout doucement. Et nous, donc on vérifie simplement les restrictions de mobilité, tout simplement. Et là, vous voyez, il commence à se laisser aller. Voilà, et même son bras, vous voyez, se relâche. J'arrive à tourner sa tête. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est tout simplement en lâchant une tension qu'il y avait au niveau des dorsales que la tête accepte. Et c'est vraiment toujours dans le rythme du bébé. Voilà, donc je vais pouvoir remettre ce petit bébé dans son lit. Donc il est un petit peu en inclinaison, vous voyez. C'était un moment enchanté, je dis. On a toujours un petit problème de micro ce matin. Des micros qui ont décidé de ne pas fonctionner avec nous, mais ça va le faire quand même, on va y arriver, on est les meilleurs techniciens du monde. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, justement. Alors pour parler de se soigner différemment, on est avec Stéphane Valla. Bonjour. On va vous donner un micro qui fonctionne, voilà, je l'espère. Vous êtes le directeur du pôle santé sud, CMCM, au Mans. Au Mans, oui. Nous étions chez vous à l'instant d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va revenir vers vous parce que ce qui est important, c'est que vous avez ouvert chez vous un centre de médecine douce. Oui, tout à fait. Voilà, on va revenir là-dessus, c'est important. On est aussi avec Marie-Jean Chauvin. Bonjour, prenez un micro, voilà. Bonjour. Vous êtes socio-esthéticienne à la clinique du Pré. Tout à fait. On va s'intéresser de très près à votre discipline, qui est un apport plus que positif pour les malades. Voilà, je peux d'ores et déjà le dire parce que c'est ce que je ressens. Voilà, tous ceux qui vont venir ce matin autour de nous sont des gens importants pour les malades, tous. Voilà. Marc Picard d'Estellan, vous êtes psychologue au Confluent, centre Catherine de Sienne, et en plus vous êtes hypnothérapeute. C'est ça, exactement. Voilà, ne me regardez pas comme ça. Auprès de Ne me regardez pas comme ça. Je vais vous regarder comme ça, justement. Auprès de patients atteints de cancer et de patients douloureux chroniques. D'accord. Et on verra que l'hypnothérapie n'a rien à voir du tout avec le spectacle. Tout à fait. Et qu'on part d'ailleurs sur des bases et sur des préjugés qui n'ont rien à voir du tout avec votre science. Tout à fait. Voilà. Et on le reprécisera. On reprécisera ça tout à l'heure. Aurore Lafont, est-ce que ce micro va marcher ? Oui. Voilà. J'ai peur maintenant. Vous êtes donc sage-femme, acupunctrice. Exactement. Voilà, c'est les deux qu'il faut combiner. Hein. Voilà. Vous êtes donc à La Roche-sur-Yon, vous, Voilà. à la clinique Saint-Charles. Et on reviendra vers vous tout à l'heure pour savoir exactement ce que vous faites et ce que vous proposez aux patientes. D'accord ? À tout à l'heure. Monsieur Valla,
c'est par vous que nous allons commencer. Pourquoi avoir ouvert dans votre établissement un centre de médecine douce ? Nous avons ouvert il y a 1 an un centre de médecine douce parce que nous avons un établissement dans lequel se pratiquent à peu près toutes les spécialités médicales et chirurgicales, y compris psychiatriques. Nous l'avons dit tout à l'heure dans un débat précédent, il y a une hyper-spécialisation de chaque discipline. Or, il manquait, pour répondre à une demande croissante, des prises en charge complémentaires, on les appelle, des thérapies complémentaires, pour justement avoir une approche différente du patient, une approche plus globale, et résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément que physiques, et qui sont pré-, per- et post-hospitalisation. Voilà. Ça veut dire que jusqu'à présent, on s'est trop intéressé au curatif, pas assez au préventif ? Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, tout le monde le reconnaît. Je pense que nos structures sont et étaient jusqu'à maintenant des structures essentiellement thérapeutiques. On va s'écouter plus dans les années qui viennent, nous les patients. On s'écoute déjà plus, je pense. D'accord. Vous citez peut-être 2 chiffres. 7 Français sur 10 ont répondu à une enquête en disant qu'ils étaient intéressés par les médecines douces et les thérapies complémentaires. C'est une enquête de l'OMS. Et 50% de la population des pays occidentaux a déjà consulté des médecines douces, des praticiens de médecine douce. Donc il y a une vraie demande. Cette demande, elle est croissante. La difficulté que l'on rencontre, c'est la compatibilité et les passerelles que l'on peut lier entre la médecine traditionnelle et les médecines complémentaires. On va dire thérapie complémentaire pour ne froisser personne. C'est la grande difficulté et le grand enjeu, en fait. C'était la question suivante, celle que j'allais vous poser, justement, comment est-ce que vous managez tout le monde ? C'est assez compliqué, ça ne se fait pas naturellement. Et ça se fait naturellement dans le monde entier. Ça se fait pas naturellement dans le monde entier. Il n'y a pas très longtemps, je recevais des dirigeants d'un groupe de cliniques coréennes. On peut penser que peut-être les médecines chinoises ou les médecines alternatives sont plus imprégnées, et finalement ils ont rencontré les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire devant la formation traditionnelle de la médecine occidentale, il y a un véritable frein, voire une suspicion à l'égard de praticiens qui ne sont pas médecins, pas tous en tout cas, certains le sont, les acupuncteurs le sont parfois, qui ne sont pas tous médecins, qui n'ont pas forcément des thérapies qui ont été étudiées, validées. Parfois les académies de médecine des différents pays concernés sont assez réticentes. Il y a une évolution de ce côté-là, mais c'est vrai que la liaison n'est pas naturelle, on va dire. Alors, ce qui se passe, ce qui est assez étonnant, c'est que dans notre expérience, on s'aperçoit que les praticiens les plus avancés dans leur carrière, et quelle que soit leur qualité d'ailleurs, sont les plus intéressés. Peut-être parce qu'au fil de leur carrière, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas la solution à tout, qu'ils n'avaient pas la réponse à tout, et que leur expérience consiste à considérer que la médecine, aussi performante qu'elle puisse être, ne peut pas tout soigner, ne peut pas tout résoudre. Et l'hyperspécialisation, c'est encore peut-être la vraie cause de l'histoire. Je pense qu'il y a une véritable évolution dans la médecine. Le médecin généraliste ou le chirurgien de formation généraliste d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans n'existe plus aujourd'hui dans nos structures, quasiment plus. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes d'une pathologie, d'un membre, parfois, et on ne peut pas dire que quand un patient vient dans une structure, il n'a nécessairement qu'une seule pathologie. Voilà. On va se tourner maintenant, merci beaucoup, si vous le voulez bien, vers une sage-femme. On va parler avec vous de ce que vous faites au quotidien, Aurore. Vous êtes sage-femme, ça, jusque-là, tout va bien. Oui. Voilà. Ça va aller bien après aussi, d'ailleurs, puisqu'on en parle. Mais en plus de votre spécialité de sage-femme, vous êtes intéressée à l'acupuncture. Alors, la question, elle vient tout de suite, pourquoi ? En fait, j'ai toujours été intéressée par les médecines douces parce que, en fait, ces médecines permettent d'apporter une vision globale du patient. Cette approche nous manque effectivement en médecine occidentale. Ensuite, en tant que sage-femme, j'ai pu observer les femmes enceintes et il se trouve que la grossesse n'est pas forcément toujours très épanouissante. Donc les femmes enceintes souffrent souvent de maux de grossesse qui peuvent parfois être assez invalidants. Beaucoup de médicaments en fait, sont contre-indiqués pendant la grossesse par rapport aux risques malformatifs potentiels sur le fœtus. Et donc l'acupuncture permet d'apporter une réponse positive, une amélioration de ces maux de grossesse sans
aucune complication, aucun risque d'effet secondaire, ni de risque malformatif, puisqu'on utilise des aiguilles qui ne contiennent aucune substance active, donc voilà, aucun risque malformatif pour le fœtus. Alors justement, la question c'est comment ça marche? Parce que des aiguilles, il n'y a rien dedans, comment ça marche? Alors, si vous voulez, on pique donc sur des points particuliers, donc on appelle des points d'acupuncture, et en fonction de l'endroit où on pique, on va provoquer une réaction différente en fonction justement de l'endroit où l'on pique. Que proposez-vous aux femmes enceintes? Donc il y a le avant, pendant et après. Oui. Ouais. Donc l'acupuncture dans le cadre de la grossesse va intervenir dès le départ sur les nausées et vomissements de grossesse. L'acupuncture peut aussi améliorer donc, toutes les douleurs, donc les douleurs sciatiques, lombaires, ligamentaires. On va aussi intervenir sur les brûlures d'estomac, les remontées acides, les troubles du sommeil, mais également sur tous les symptômes on va dire psychologiques, le stress, l'anxiété, l'irritabilité. Et donc, on va travailler vraiment sur la personne dans sa globalité, dans son ensemble. Et sur son confort. Et sur son confort. Le but, c'est d'apporter vraiment un mieux-être voilà, aux femmes enceintes. Alors, il y a eu l'accompagnement pendant 9 mois. Oui. Arrive le jour fatidique. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de péridurale? Alors non, l'acupuncture n'a pas pour but de remplacer la péridurale, pas du tout. D'ailleurs, de façon plus large, l'acupuncture n'a pas pour but de remplacer la médecine occidentale. Le but, c'est d'apporter une réelle complémentarité et d'apporter vraiment du mieux-être. Un accompagnement. Voilà, un accompagnement. Alors le jour J, vous êtes là, bien sûr, en tant que sage-femme, et vous faites en plus de l'acupuncture. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer là? Alors, pendant le travail, donc l'acupuncture va permettre, par exemple, de détendre la patiente, ce qui va augmenter son seuil de douleur. Donc, on va pouvoir, par exemple, retarder le moment où on va poser la péridurale, ce qui va permettre un travail plus harmonieux et une diminution du temps du travail, justement. D'accord. Vous permettez donc d'être moins en salle de travail et que l'accouchement se fasse plus rapidement. D'avoir un travail plus rapide. Ça, vous pouvez le prouver. Moi, je le constate tous les jours dans ma pratique. Oui. Non, c'est important. Les gens qui nous regardent et qui pourraient se dire, tiens, c'est important. Et après, alors, l'accouchement, il y a le baby blues? Il y a le baby blues, il y a des douleurs aussi qui apparaissent. Donc, voilà, l'acupuncture peut également intervenir sur voilà, toutes ces douleurs au niveau de l'utérus, voilà, sur également effectivement le baby blues, sur l'allaitement. Voilà, c'est une technique qui est vraiment très, très complète, voilà, du début de la grossesse jusqu'aux suites de couches. Alors, comment est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous proposez spontanément l'acupuncture aux patientes qui viennent vous voir? Ça se passe comment? Oui, alors quand j'ai l'occasion, voilà, bien sûr, je parle d'acupuncture aux patientes, parce qu'il est vrai qu'elles ne sont pas toujours voilà, informées voilà, qu'il existe des techniques autres que les médicaments pour solutionner voilà, ces maux de grossesse. Au sein de la maternité, donc à la clinique Saint-Charles, voilà, j'ai également des collègues qui me soutiennent et voilà, qui parlent également d'acupuncture. Les gynécologues obstétriciens avec qui je travaille voilà, m'envoient aussi des patientes. Donc voilà, c'est une relation saine, naturelle voilà. Et d'équipe. Tout à fait. Okay. On y travaille. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant parler d'hypnose. Alors c'est vrai que l'hypnose, on l'a dit tout à l'heure, c'est une technique, une science qui, quelque part, à cause de la télévision, du show business et autres, nous arrive avec un prisme différent de ce qu'elle est réellement. Tout à fait. Voilà. Alors ce qu'on va faire avant d'en parler avec vous ici sur ce plateau, c'est qu'on va les rejoindre. Le docteur Montségu, il fait partie du réseau Douleurs Sarthe. Il va nous expliquer, lui, sa vision, puis vous la compléterez juste après. D'accord ? Merci. On y va. L'hypnose médicale est un état modifié de conscience. Donc le patient donc, est conscient et il est en relation donc, avec lui-même et le thérapeute. C'est-à-dire que le patient donc, est en état modifié où il lâche prise et donc il est en interrelation avec lui-même et avec ce que dit le thérapeute.
Donc c'est une relation entre le patient et le thérapeute. Le thérapeute ne fait qu'accompagner cet état modifié de conscience. Il l'accompagne par ses paroles. Les indications sont assez larges, hein. Ça va de la phobie, peur de descendre l'escalier, peur du vide, etc. Et puis dans le cadre de la douleur, où on s'aperçoit qu'on peut modifier l'état douloureux, la perception douloureuse qu'a le patient. Parce qu'une douleur est une expression subjective du patient. Dans le cadre de l'hypnose, il n'y a pas de consensus en fait. C'est-à-dire que vous voyez le patient tous les 15 jours par exemple, ça peut être un format. Il se met donc en état d'hypnose grâce au thérapeute. Et puis, au fur et à mesure, il engrange un petit peu les ouvertures qui s'effectuent en lui sur le plan inconscient. Et il fait appel à ses ressources internes. C'est important à savoir dans l'hypnose, c'est qu'en fait, le thérapeute est un tuteur et que les ressources internes du patient, c'est lui qui va aller les chercher. C'est une autogestion et plus encore, c'est-à-dire qu'en fait, le patient voit un état de fait ou un état émotionnel et ça permet de modifier son état. C'est-à-dire que son inconscient, il puise dans ses ressources internes et il va pouvoir voir les choses ou appréhender les choses différemment. Donc là, par exemple, dans le cadre de la douleur, il va pouvoir percevoir ces douleurs différemment. Les neurosciences ont permis un petit peu de mettre à jour le fonctionnement de certaines thérapies de médecine alternative, que sont par exemple l'hypnose, ou que sont les méditations ou l'acupuncture, où on a vu des modifications en imagerie fonctionnelle, en TEPS ou en IRM fonctionnel, au niveau du cerveau. Donc ça a permis un petit peu d'assurer le cartésien qui est un médecin généraliste à se dire qu'il faut aller dans cet état d'esprit d'une médecine globale où justement la relation humaine est peut-être aussi importante que la pathologie du patient. C'est un sujet qui m'a passionné, qui m'a fasciné. Et on va en parler tout de suite avec Marc Picard-Destelan. Donc on parlait d'hypnose et vous, quand on en a discuté ensemble, vous m'avez dit l'hypnose est un état naturel. Et là, j'ai eu peur. C'est un état en effet naturel, c'est un état que l'on traverse chacun d'entre nous plusieurs fois par jour, de façon cyclique. C'est relié au cycle normal de la vie, comme le sommeil. Ce n'est pas un état de sommeil, c'est un état de vigile, c'est un état de veille. Mais un exemple classique, c'est la conduite automobile. Nous conduisons tous en état d'hypnose partielle, plus ou moins profond. Mais aucun d'entre nous ne conduit en étant à 100% sur la route, à 100% attentif à ce qui se passe sur la route. Nous sommes toujours un petit peu ailleurs et parfois même très fortement. C'est vrai que parfois on arrive on fait un petit déplacement, on arrive à la maison, on ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé pendant... C'est grave, docteur ou... C'est exactement ça. Vous avez tout à fait compris, c'est exactement ça. On peut arriver donc déjà sur une transe un peu profonde déjà ici, où le trajet lui-même est complètement, en quelque sorte, oublié parce qu'on l'a vécu dans un autre état, dans un état d'hypnose. Et quand on se retrouve chez soi, on est un peu surpris, tiens, d'être déjà là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous arrivez à recréer cet état, justement, état naturel donc? Comme on vient de le faire. C'est-à-dire que vous venez d'évoquer un contexte, je l'évoque moi-même de façon un peu plus précise, on va le détailler encore plus. Et en créant ce contexte, on va créer l'état d'hypnose. Donc c'est en fait, quelque part, c'est la confiance qui va s'instaurer entre nous, alors, qui va faire que je vais lâcher prise et que je vais me laisser aller. Alors c'est tout un aspect évidemment qui est très important, l'aspect de la confiance et l'aspect de la relation. Quand vous vivez des hypnoses naturellement, vous pouvez les vivre seul. Quand vous êtes avec un thérapeute, évidemment, nous allons créer un monde commun, un univers commun dans lequel va se développer l'hypnose. Elle va se développer tout naturellement parce que, par exemple, je ralentis ma voix, je change le ton de voix et vous entrez, vous suivez ce phénomène et vous entrez peu à peu en état d'hypnose. C'est pour ça que j'ai une feuille. Alors, voilà. Vous vous occupez de malades. Alors, que faites-vous avec ces malades? Alors,
c'est vrai que l'hypnose présente en soi un certain intérêt parce que c'est un état modifié, et ça c'est très intéressant quand on est douloureux, quand on est anxieux, quand on est dans toutes sortes de problématiques même sociales qui peuvent avoir lieu avec la maladie. Expérimenter grâce à l'hypnose un état différent, c'est pertinent. Mais évidemment, ça prend place dans ce que j'appellerais une stratégie thérapeutique. Je suis psychologue, on va travailler avec un objectif. C'est pas simplement on fait de l'hypnose comme ça, on travaille avec un objectif qu'on détermine ensemble. Et dans cet objectif, dans ce travail, au cours de l'hypnose, comme c'était évoqué sur le reportage, les ressources du patient vont être mobilisées. C'est-à-dire ses propres capacités à vivre les choses différemment vont être mobilisées. Et comme c'est dans un état hypnotique, on n'est pas en train de le chercher, de le convaincre, à le convaincre que « mais si monsieur, vous allez bien », c'est pas ça. C'est il vit réellement quelque chose de différent. Il fait une expérience vivante de quelque chose de différent. Et par conséquent, c'est possible. C'est possible d'aller mieux, c'est possible de changer son paysage interne, c'est possible de changer sa façon de percevoir les choses, de les recevoir et donc d'agir aussi. Et d'avoir moins mal, parce que là, pour le coup, c'est le travail. D'avoir moins mal, par exemple, dans le cadre de douleur, même si là aussi, il y a des choses très complexes et très différentes. Une douleur chronique n'est pas la même chose qu'une douleur aiguë, par exemple, dans le cas d'un cancer, ou une douleur séquelaire d'un cancer, c'est encore des choses différentes qui vont être vécues différemment par le patient. Et donc, c'est une grande particularité de l'hypnose, c'est qu'il va falloir que le thérapeute s'adapte de façon extrêmement fine au monde du patient, de façon à permettre qu'effectivement quelque chose change. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai rendez-vous avec vous tous les lundis, quand je vais venir vous voir le lundi, ma douleur va disparaître jusqu'au lundi d'après, et puis je vais en reprendre encore pendant une semaine, etc. C'est pas du tout ça. Ce serait pas très intéressant, en fait. Hein. Parce que ça veut ça dire serait que peut-être plus... j'aurais toujours les mêmes patients pendant des années, de lundi en lundi. D'accord. Donc l'intérêt, c'est d'une part d'avoir un travail fort entre nous, là, maintenant, qui vous permette, vous, maintenant, d'expérimenter quelque chose de différent, avec le caractère le plus durable possible, mais